Chers collègues, nous recevons ce matin M. Bruno Bonnel, secrétaire général pour l'investissement, sur la mise en œuvre du plan France 2030. Je vous remercie, Monsieur le secrétaire général, de votre présence parmi nous ce matin. Nous sommes d'autant plus heureux de vous recevoir que c'est la première fois que notre commission a l'occasion de vous auditionner depuis votre nomination à ce poste en janvier 2022. Alors que vous étiez vous-même député jusqu'à votre nomination, vous connaissez bien sûr le prix que nous attachons à ces auditions et leur utilité pour nous permettre d'exercer de manière éclairée notre fonction de législation et surtout de contrôle dans ce cadre. Placé à la tête d'un service administratif directement rattaché au Premier ministre, le secrétariat général pour l'investissement, vous êtes chargé de la coordination interministérielle et de la mise en œuvre du plan France 2030, lancé par le président de la République le 12 octobre 2021. D'un montant particulièrement important qui atteint 54 milliards d'euros sur l'ensemble de la période, ce plan est le successeur des différents volets du programme d'investissement d'avenir, que nous connaissons sous le terme de PIA, qui avait été créé en 2010 dans le double contexte de la crise économique et financière de 2008 et de la volonté du Parlement de sanctuariser les dépenses publiques de long terme. La finalité du plan France 2030, à savoir le redressement de notre croissance potentielle et l'accélération de la transition écologique de notre appareil productif, reprend les objectifs assignés en son temps au programme d'investissement d'avenir. Vous y avez ajouté deux objectifs transversaux qui sont d'orienter 50% des dépenses vers la décarbonation de l'économie et 50% des dépenses vers des acteurs émergents, c'est-à-dire notamment des start-up et des PME. Vous nous direz quelles sont les leçons que le SGPI a tirées de son expérience de la mise en œuvre des PIA depuis 2010 et quels sont les ajustements que vous avez opérés, aussi bien au niveau du secrétariat général que des 4 opérateurs qui sont chargés de la mise en œuvre opérationnelle des crédits du plan. L'autre nouveauté du plan France 2030 consiste en sa structuration entre 17 objectifs et leviers concrets qui correspondent à des grands défis comme la décarbonation de nos sites industriels, j'en ai déjà parlé, la qualité de notre alimentation, la sécurisation de l'accès aux matières premières, la production annuelle de 2 millions de véhicules électriques en France, ou encore l'exploration des fonds marins. Plus de 2 ans après son lancement par le président de la République, nous constatons que les aides du plan ont été attribuées à hauteur de 46% et versées aux bénéficiaires finaux à hauteur de 9%. Ce niveau d'avancement agrégé masque, c'est obligatoire, des disparités entre les 17 objectifs et leviers, et vous nous direz quel est l'état des lieux du déploiement du plan qui est en phase d'accélération. Sans aller plus loin et pour ne pas empiéter sur votre présentation trop largement, je vous cède maintenant la parole, Monsieur le secrétaire général, avant de répondre, de prendre en compte évidemment les questions des rapporteurs spéciaux et du rapporteur général tout d'abord, ainsi que de ceux de nos collègues qui le souhaitent. Je rappelle évidemment que cette audition est retransmise sur le site internet du Sénat. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais commencer d'abord par vous saluer, mesdames et messieurs les sénateurs, saluer tout spécifiquement le rapporteur spécial, M. Husson, et le rapporteur général, pardon, M. Husson, et les rapporteurs spéciaux, M. Thomas Dossus et Laurent Salomon, parce que je crois qu'on a fait un travail... Salmon, pardon. Saumon. Ah ben j'avais Salmon. C'est Daniel Salmon. Ah, eh bien c'est un raté, ça part bien, merci. C'est le bizutage, c'est ma première commission des finances au Sénat. Ceci dit, pour dire que surtout il y a eu un travail très constructif qui a été fait et je suis ravi d'être devant vous pour à un bon moment parce qu'il fallait bien 2 ans pour vous donner une visibilité sur ce que nous avons exécuté. Donc à date, sur les 54 milliards, donc en 2 ans ont été engagés pas loin de 30 milliards, 29,7 milliards d'euros, donc dont 11 la première année et pratiquement 18,5 la deuxième année. Alors c'est important parce que ça veut dire que ce plan a mobilisé tout le territoire. Vous avez donné nos objectifs. Je voudrais aussi vous donner ce que nous avons atteint. C'est 60%
de ce plan a été engagé hors Île-de-France. Et également, 60% de ce plan a été engagé sur des PME, TPE, ETI, c'est-à-dire hors des grandes entreprises qui étaient plutôt mobilisées sur les premiers PIA, puisque c'était un des objectifs qui nous avait été assigné, vraiment trouver à travers les appels à projets des pépites sur tout le territoire et de toutes les tailles. Donc cette dynamique d'innovation dans ces 2 premières années a été un succès, puisque nous avons sur de très nombreux territoires inattendus, j'y reviendrai avec quelques exemples, des entreprises qui n'avaient pas été repérées et que le plan France 2030 permet d'accélérer. On a véritablement réussi notre pari de dérisquer l'innovation dans de très nombreux domaines qui faisaient partie de nos objectifs. La deuxième chose que je voudrais vous donner en très, très général, c'est qu'on s'est aperçu que l'intégralité des territoires se mobilisait et que, à la fois au niveau des régions, des départements, des intercommunalités ou des communes, nous avons une véritable dynamique qui s'installe avec beaucoup d'expérience terrain, de présélection des dossiers, de réflexion d'ingénierie pour justement permettre à ceux qui trouvent toujours que les plans sont un petit peu complexes. On a donc réussi ce pari d'arriver à mailler à la fois l'intervention de l'État et l'intervention des territoires, je dirais sur tout le territoire français, y compris les Outre-mer. On a également réussi à simplifier considérablement par des procédures qu'on a voulu le plus accessible possible, l'accès aux moyens de France 2030, et dans certains cas, on va même jusqu'à ce qu'on appelle des présélections sous forme de 2 pages dans lesquelles on donne tout de suite la réponse aux personnes qui nous sollicitent, de savoir si oui ou non elles sont éligibles, pour éviter justement qu'elles partent dans un dédale kafkaïen administratif et qu'elles se retrouvent au bout pour juste qu'on leur réponde vous n'êtes pas éligible. Donc là, il y a eu vraiment un travail qui a été fait important. Au niveau de la structuration, pour que vous compreniez tous comment cela fonctionne, donc ces grands objectifs qui ont été définis par le président de la République au départ de France 2030 font l'objet d'appels à projets génériques dans les différentes catégories que vous avez mentionnées, Monsieur le Président. Et ces appels à projets, en fait, font l'objet d'instructions par nos opérateurs. Nous avons 4 opérateurs, donc la BPI, l'ADEME, l'Agence nationale de la recherche en ce qui concerne tous les projets de recherche, et la Caisse des dépôts et consignations à travers essentiellement la Banque des territoires pour de très nombreux projets, notamment de formation ou d'intervention très concrète sur ce qu'on appelle par exemple des démonstrateurs territoriaux. Donc cette activité de relais sur les opérateurs nous permet d'être distanciés par rapport à la prise de décision et donc de pouvoir par là même faire instruire par tous les opérateurs qui sont sur le terrain des dossiers avec une maille fine. Ça me semble important à vous le préciser. Nous gérons toute la chaîne d'innovation, de la recherche fondamentale jusqu'à la première usine. C'est important de le rappeler, parce que nous accompagnons des entreprises, des centres de recherche, des consortiums qui mixent les deux, à la fois sur des idées qui sont très en avance, voire véritablement dans des recherches très avancées, dans le quantique par exemple, dans les ordinateurs quantiques, ou vous l'avez mentionné dans l'exploration des fonds marins, pour mieux comprendre la nature. Donc c'est la version mieux comprendre du plan France 2030, jusqu'à l'installation de nouvelles usines innovantes dans les domaines de pointe, dans la batterie par exemple, les batteries électriques, dans les domaines de la fabrication des microprocesseurs pour les utilisations industrielles, dans les domaines de la bioproduction pour fabriquer des nouveaux types de médicaments, dans les domaines de le remplacement des phytosanitaires dans l'agriculture. Donc véritablement, on a une chaîne qui est complète. Donc c'est une matrice qui est excessivement complexe, autour de 5 pôles. Donc nous avons les 5 pôles qui sont la santé, avec le SGPI supervise l'agence d'innovation santé. Le deuxième pôle qui est le plus important, c'est la transition éco-énergétique, où là nous faisons à la fois tout ce qui concerne les énergies renouvelables, les petits nucléaires, mais également toute la décarbonation de l'industrie et de l'agriculture. C'est d'ailleurs dans ce pôle qu'il y a toute l'agriculture, j'y reviendrai dans une seconde. Un troisième pôle qui est le pôle connaissance, dans lequel se retrouve la recherche
tous les supports à l'enseignement avec un plan qui s'appelle Compétences et métiers d'avenir, un plan donc qui est calibré sur 2 milliards d'euros dans lequel nous assistons à la création de centres de formation, d'écoles, de centres de reformation pour les métiers en transition, comme par exemple les gens qui passent de l'automobile thermique à l'automobile électrique. Donc ce gros bloc de connaissances est un bloc important dans cet accompagnement à la transformation. Un bloc souveraineté numérique, dans lequel on retrouve effectivement tout ce qui concerne la souveraineté numérique et la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Et enfin, un dernier pôle qui véritablement, lui, est plus exploratoire, qui d'ailleurs porte le nom de Nouvelles Frontières, dans lequel vous retrouvez à la fois l'espace et toute la réflexion sur l'espace, dans laquelle la France n'est pas en reste, je tiens à vous le préciser, l'exploration des fonds sous-marins. 70% de notre planète est constituée d'océans qu'on connaît finalement très peu, et c'est important de mieux comprendre ce segment-là. Et le quantique, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire véritablement la nouvelle étape de la révolution numérique que sont les ordinateurs quantiques, et sur lesquels nous avons de très nombreuses sociétés en France qui travaillent dessus. Alors, ces cinq pôles dans tout ce qu'on appelle techniquement les TRL, ça les niveaux d'avancement technologique, ça représente une matrice assez complexe. Nous sommes organisés justement avec un ensemble de conseillers en interne au SGPI, représente à peu près 70 personnes, pour que vous connaissiez à peu près le calibrage de l'organisation administrative, et les relais des opérateurs complétés par les relais territoriaux que nous avons, et notamment dans chaque département, il y a un sous-préfet référent de France 2030 et un préfet référent par région à l'investissement auprès des présidents de région. Dernier point que je voulais vous préciser sur l'organisation technique, nous avons également un volet de France 2030 qui s'appelle régionalisé, et j'insiste parce que je crois qu'il est important que vous le sachiez, parce que c'est 500 millions d'euros complétés par 500 millions d'euros d'abondement de chaque région. Donc ça veut dire qu'à 1 pour 1 dans chaque région, il y a un volume d'argent très significatif qui est affectable aux besoins plus spécifiques d'innovation dans la région. Et il est dédié et délégué à une coprésidence qui est la présidence de la région et le préfet de région. Donc je dis ça parce que souvent, si vous êtes, par exemple, interpellé par des sociétés qui ont des ambitions d'innovation, mais qui sont beaucoup plus régionales, eh bien, il y a, je dirais, une espèce une voie alternative qui est excessivement performante, qui sont les France 2030 régionalisées. Et quand j'ai l'occasion de parler devant vous, je voulais le souligner. Alors, sur les impacts de ce plan, puisque je crois qu'il est important de vous donner, au-delà de ce que nous avons fait, les anticipations de ce que nous attendons. Le Conseil de surveillance des investissements d'avenir, qui est donc mon autorité, mon espèce de conseil d'administration interne, composé tout à la fois de parlementaires et de personnes de la société civile, a été jusqu'à récemment sous l'autorité de Patricia Barbizet. Et avant que celle-ci ne prenne de nouvelles fonctions et quitte ce conseil, dans les tout prochains jours sera annoncé d'ailleurs le nouveau président et les nouveaux membres de ce conseil, elle a fait exécuter une mesure d'impact sur le plan France 2030 qui donne les résultats suivants. Le PIB, d'ici 2030, le PIB serait entre plus 40 et plus 80 milliards d'euros par an. Donc c'est ce qui va être généré par l'activité spécifiquement soutenue par France 2030. La création d'emplois oscillerait entre 300 000 et 600 000 emplois. Alors vous allez obligatoirement me dire, ça fait un énorme écart. En fait, l'écart, c'est un pari sur le soutien de l'investissement privé au plan. C'est-à-dire qu'actuellement, nous avons une performance d'effet de levier. Pour 1 euro public en soutien de France 2030, nous avons 1,5, 1,7 dans certaines catégories d'investissement privé en face. Nous visons 2, et c'est ce que nous recherchons, et c'est pour ça que c'est à cet écart. Donc les hypothèses de ce modèle sont aussi entre 1 pour 1 à 1 pour 2, d'où les écarts que vous constatez aujourd'hui. Donc il est très important que nous mobilisions l'investissement privé à côté de l'investissement public sur France 2030. Alors, pourquoi je dis que ça devrait s'améliorer ? Parce que nous rentrons dans une phase où nous avons beaucoup de soutien à de l'industrialisation.
Et en fait, on s'aperçoit que l'effet de levier sur les opérations industrielles est considérablement plus important, allant parfois jusqu'à 4, c'est-à-dire pour 1 euro d'argent privé, on a jusqu'à 4 euros d'argent public. Donc on est raisonnablement optimiste sur le fait qu'on atteindra cet objectif en moyenne de 1 pour 2, puisque évidemment, dans le domaine de la recherche, par exemple, ou de l'enseignement, on a 0 effet de levier. Donc il va y avoir des compensations. Donc au bout de la route, on devrait arriver à ça. Donc en tout cas, l'impact est important. Et la dernière conclusion, et elle est importante de cette étude, c'est qu'il y aurait une compensation par les retours à l'État, qu'ils soient sous forme de TVA, sous forme de charges sociales, sous forme d'impôts divers ou de taxes. Il y aurait un retour qui est estimé à 2028 sur les 54 milliards. Donc plutôt intéressant. Alors, ce rapport a été fait par le Conseil de surveillance. Je tiens à vous préciser qu'il va être amendé et complété par un rapport qui a été confié à France Stratégie, qui devrait, à mon avis, déboucher sur l'année prochaine et qui permettra d'affiner ces chiffres pour voir effectivement si ces atterrissages étaient trop optimistes ou pas. En tout cas, ça montre que cette dynamique fonctionne. Moi, aujourd'hui, devant vous, je suis le témoin de 3 choses. Un, c'est qu'il y a un réveil réellement de l'innovation dans notre pays, une dynamique qui se met en place, on le voit par le nombre de dossiers. Nous sommes extrêmement sélectifs. Nous étions à 1 dossier sur 3 présentés qui était lauréat. Je pense que sur l'année qui vient, on va être plutôt à 1 dossier sur 4, parce qu'on a beaucoup de dossiers qui arrivent. Donc l'excellence est en train de monter. Les jurys, on leur demande d'être de plus en plus précis dans les ambitions, refocaliser sur l'atteinte des objectifs. Donc je pense que le nombre de dossiers continuant de monter, on va avoir une sélectivité plus importante. Mais on reçoit de plus en plus de dossiers. Ça, c'est une très bonne nouvelle. La deuxième, c'est qu'on commence à voir des résultats concrets. On voit bien que des usines sont en train de se monter. On voyait que des dépôts de brevets sont en train de se mettre en place. On a donc une dynamique qui est réelle et c'est la première information que je voulais vous communiquer. Ce plan n'est pas un plan de dépenses irraisonnées. Il est sous contrôle, il est très sélectif et il porte ses fruits. La deuxième chose, effectivement, c'est que tous les territoires sont irrigués et ça me semble critique de vous le souligner. 2 ou 3 exemples intéressants. Nous avons, par exemple, dans les objectifs du plan France 2030, nous avons la volonté de fabriquer 20 biomédicaments d'ici 2030. Qu'est-ce que sont les biomédicaments? Ce sont des médicaments qui ne sont pas faits à partir de la chimie, mais qui sont faits à partir du vivant. Des bactéries, des enzymes, enfin des corps qui sont vivants, des ferments par exemple. Eh bien, aujourd'hui, contre toute attente, un de nos principaux investissements dans ce domaine-là est dans le Cantal, une société qui s'appelle Biose, qui est à Aurillac. Et c'est là qu'on a trouvé des talents exceptionnels dans le ferment et la biofermentation. Donc, non, mais je voulais vous le préciser. Je voulais vous le préciser pour vous dire que jusqu'à maintenant, on n'avait pas forcément identifié certains territoires comme étant performants dans certains domaines. Et en fait, spontanément, on est en train de les voir. Il est évident que pour des raisons géographiques, c'est plutôt les Hauts-de-France et le Grand Est qui abritent aujourd'hui les gigafactories, pour des raisons tout simplement de territoire. Ils ont l'espace pour le faire, autour de Dunkerque ou autour de certaines villes dans le Grand Est. Mais dans la réalité, il ne faut pas que ces gros arbres masquent la forêt. Des 3500 lauréats à date du plan France 2030 qui sont répartis sur tout le territoire, y compris d'ailleurs sur les territoires outre-mer, je le précise aussi, parce qu'on a toujours un peu tendance à dire c'est très loin, qu'est-ce qu'on fait là-bas, et c'est pas du tout marginal, notamment dans le domaine de l'agriculture raisonnée et dans certains domaines de pointe sur la médecine, notamment tropicale. Donc, je pense que ça, c'est le deuxième chose. Et puis enfin, la troisième chose, c'est que, évidemment, on n'est pas ignorant du contexte global. Et vous avez tous entendu les positions du ministre de l'économie et des finances sur le fait qu'il faut maintenant gérer sous contrainte plus importante nos budgets. Alors, sur ces données, j'ai lancé depuis le début janvier. Pourquoi? Parce que j'ai attendu 2 ans.
j'ai lancé une procédure de suivi excessivement rigoureuse des projets, parce que tous ces projets sont soumis à conventionnement. C'est-à-dire que quand nous proposons une subvention, une avance remboursable, un soutien, quel qu'il soit, sous quelque forme que ce soit, un prêt ou une option en fonds propres, nous avons un conventionnement avec les sociétés. Ce travail de suivi va être excessivement rigoureux pour montrer que l'État veut bien prendre des risques sur des technologies avancées, à condition que les entreprises que nous soutenons soient au rendez-vous des résultats qu'elles nous proposent initialement dans la convention. Et donc, une manière pour nous de gérer cette enveloppe précieuse pour l'avenir du pays, c'est effectivement d'être très rigoureux sur l'exécution de ces objectifs, et donc par là même de ne pas engager sans regarder les sommes que nous avons sous notre responsabilité. Voilà ce que je pouvais vous dire en synthèse, et puis maintenant je pense qu'il y aura des questions, donc je répondrai au fil de l'eau. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Nous allons tout d'abord entendre le rapporteur spécial de la mission Investir pour la France de 2030, Thomas Dossus. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, la première question, je vais la poser au nom de mon collègue Laurent Somon, co-rapporteur spécial des crédits de la mission, puisqu'il est absent aujourd'hui. Elle porte sur une thématique en vogue ces dernières semaines, la simplification administrative. Le plan France 2030, c'est un exemple concret de politique publique dont le succès est corrélé à notre capacité à agir au plus vite au service de ses bénéficiaires. Et les porteurs de projets qui se portent candidats au plan France 2030 évoluent par nature dans des secteurs innovants. Plus que d'autres, ils dépendent donc de notre capacité, ou celle de l'administration, à rapidement identifier leurs besoins et à rapidement traiter leurs demandes. Je note d'ailleurs qu'au moment du lancement du plan, le président de la République ne disait pas autre chose, puisqu'il affirmait « je veux des crédits vite ». Alors, cette question se pose naturellement pour l'ensemble de nos aides publiques. Certains bénéficiaires du plan ont témoigné auprès de nous d'une charge administrative très lourde pour une entreprise naissante. Le seul fait que certaines entreprises plus grosses soient obligées de payer des cabinets spécialisés ou de créer des postes dédiés à la préparation des dossiers de candidature aux aides publiques soulève des questions sur l'efficacité de la gestion des deniers publics. Je relève en outre que la complexité des procédures du plan France 2030 est expressément citée dans les 80 propositions contre la complexité administrative publiées le mois dernier par la Confédération des PME. Et face à ce constat, j'aimerais vous entendre nous présenter des actions concrètes entreprises par le SGPI et par les opérateurs du plan pour simplifier les dossiers de procédure en condensant les délais d'instruction. En premier lieu, êtes-vous capable d'évaluer votre démarche de simplification? Avez-vous atteint en 2023 votre objectif de 28% des dossiers instruits en moins de 5 mois par les opérateurs? En second lieu, quelle est votre position sur la proposition de raccourcir la procédure d'instruction en créant une phase de pré-dépôt, comme ça existe pour d'autres subventions, qui permettrait d'identifier en amont les porteurs de projets éligibles? Et puis ma deuxième question, j'aimerais vous interroger sur la nature des projets financés, et en particulier sur la manière dont vous vous assurez que les crédits du plan ne viennent pas se substituer à des crédits budgétaires ministériels. En effet, comme le soulignait le rapport Juppé-Rocard à l'origine des PIA et son successeur, donc le plan France 2030, les investissements stratégiques que vous pilotez doivent être étanches par rapport au reste du budget, et ça prend une forme particulière dans le contexte, vous l'avez dit, et ne doivent pas se substituer aux crédits des ministères. Et j'ajoute que ce critère, que l'on désigne techniquement comme le principe de non-substitution des crédits, ne saurait être réduit à une question juste budgétaire. Il recouvre en réalité une question essentiellement politique qui concerne la légitimité même du plan. De notre point de vue de parlementaire, nous pouvons accepter que des actions exceptionnelles soient sanctuarisées et bénéficient d'un cadre extra-budgétaire qui limite notre intervention annuelle dans le vote des crédits. En revanche, il me semble prioritaire de nous assurer que le plan France 2030 ne devienne pas une voie de contournement de la procédure parlementaire qui permet de financer des actions courantes des ministères sans passer par un vote annuel du Parlement. Cette question de méthode a été soulevée de longue date, notamment par le comité de surveillance des investissements d'avenir dans ses deux rapports 2019 et 2023. Dans son dernier rapport de 2023, le SIA estime que 18% des aides du plan France 2030 présentent un risque de
redevabilité élevée, c'est-à-dire qu'elle pourrait probablement être financée par des budgets ministériels conventionnels. Donc face à ce constat, j'aimerais vous soumettre 2 questions. Premièrement, est-ce que vous envisagez d'engager une revue de portefeuille des actions financées par le plan FLOS 2030 pour réintégrer au budget ministériel et donc à la procédure budgétaire conventionnelle les actions qui ont un risque de substitualité élevé? Deuxièmement, quelle est votre position sur la proposition du CSIA de créer une procédure de saisine du comité de surveillance en cas de doute sur le respect par un projet du principe de non-substitution? Merci, monsieur le rapporteur spécial. On va prendre les questions également du rapporteur général, si vous le voulez bien. Oui, merci, monsieur le secrétaire général. C'est d'abord un plaisir de vous accueillir, vous avez dit, pour une première, sur un dispositif que vous animez, et vous avez évoqué notamment le fait que tous les territoires devaient être irrigués. Et moi, je note que la Première ministre précédant le Premier ministre actuel, donc Madame Borne, avait mis en place un baromètre des résultats de l'action publique pour toucher du doigt, de manière très concrète, les implantations, l'efficacité, et pouvoir rendre compte des 60 politiques dites prioritaires. En fait, en vous rappelant cette position affirmée par la Première ministre, c'est parce que cette politique a été qualifiée de politique prioritaire du gouvernement, et donc vous avez, comment dirais-je, mis en place, élaboré une batterie d'indicateurs qui permettent, ou en tout cas qui doivent permettre de suivre en détail la progression de ce plan. Je dois dire que j'ai regardé et je regrette que l'annexe générale au PLF, on est ici en commission des finances, consacré au plan France 2030, n'intègre pas l'actualisation de ces indicateurs, puisque c'est la meilleure manière de pouvoir suivre concrètement l'impact du plan. Et sur les 24 indicateurs que vous avez conçus, le seul, je dis bien 1 sur 24, c'est quand même en termes de proportion relativement faible, c'est un euphémisme, mais le seul qui soit rendu public, il concerne le montant des aides attribuées. Je vous le dis, le Parlement comme nos concitoyens sont en droit de savoir à la fois combien nous avons dépensé, mais peut-être aussi et surtout quelles sont les conséquences et les impacts de ces dépenses. Vous avez évoqué également, notre collègue Dossus avec notre collègue également Laurent Somon ont évoqué la question qui concerne la non-substitution des crédits. Eh bien, je vais donner un exemple concret, puisque je veux juste rappeler qu'initialement, le président de la République a choisi le dispositif France 2030, je me souviens, c'était pour aller plus vite, pour éviter la suradministration. Voilà. Et on vient d'avoir des données qui sont plutôt préoccupantes, puisque je me dis, est-ce que ce n'est pas une manière supplémentaire d'éviter ou de contourner l'évaluation et le contrôle de la dépense publique par le Parlement, puisque manifestement, nous ne sommes pas gagnants. Et je dois vous dire que je suis inquiet, puisque si je prends par exemple l'enveloppe d'investissement qui est prévue dans France 2030 pour le secteur alimentaire, il y a 2,7 milliards. Or, j'ai pu observer que l'utilisation du plan France 2030 pour financer le tout récent plan fruits et légumes du gouvernement a été pris dans l'enveloppe. Donc, c'est des crédits parfaitement conventionnels. Et on est allé piocher dans France 2030. Donc, ma question, dans ce cas précis, comment est-ce que vous expliquez ce constat? Est-ce que vous trouvez qu'il obéit à la logique de dépenses fléchées, bien orientées, dans, je dirais, l'objectif qui devait être le sien? En tous les cas, de mon point de vue, on a un problème de sincérité
budgétaire et de respect des engagements du gouvernement dans les intentions qu'il a posées sur ce dispositif. Merci, monsieur le rapporteur général. Je vais me permettre, monsieur le secrétaire général, de vous rajouter deux questions ou deux éléments. Le premier, d'ailleurs, qui n'est pas directement de votre, relève pas de votre action directement, mais un peu du passé. France 2030 fait donc la suite, c'est la suite des PIA. Sur les PIA, moi j'ai l'impression qu'on a eu des résultats chiffrés, des indicateurs chiffrés. On a dépensé tant. Alors il y avait, je crois, de l'ordre de 57 milliards inscrits. Oui. Peut-être qu'ils n'ont pas été totalement tous dépensés d'ailleurs. Je parle de PIA 1 à PIA 3. Oui. Mais moi, je suis toujours à jeun parce que peut-être tout début de ma vie professionnelle, j'ai été dans ce monde de l'innovation. Je suis toujours à jeun de résultats qualitatifs. C'est-à-dire mettre de l'argent, le dépenser et être satisfait de l'avoir dépensé, c'est une chose. Très bien. Une autre chose est de savoir si à la sortie, c'est-à-dire par rapport à il y a plus de 10 ans, finalement, il y a des secteurs qui ont connu des évolutions extrêmement favorables, extrêmement visibles, etc. Et là, je dois dire que je manque de lecture de cet élément-là. Et finalement, si j'en parle, c'est que France 2030, ça sera le même sujet. Le sujet, c'est pas de dépenser. Il faut d'accord, il faut décaisser, très bien. Mais comme vous l'avez dit, il faut être attentif à être sur les bons projets. Dans le milieu de l'innovation, de toute façon, même si on est très attentif à la qualité des projets, il y a de la chute. C'est comme ça. C'est-à-dire que le seul fait d'avoir un bon projet n'est pas significatif en soi, pour des raisons d'ailleurs qui dépassent souvent, évolution des technologies, concurrence internationale, etc., qui fait qu'à un moment donné, des projets capotent. Bon. Mais je trouve que cette vision qualitative mériterait déjà d'être faite sur le passé, de manière à mettre aussi au point une méthode de lecture de la réussite ou la réussite moyenne, etc., de France 2030. Je crois qu'on a besoin de ce type de choses et de ce type d'outils. Et deuxième remarque sur des sujets particuliers, on a indiqué tout à l'heure, vous l'avez fait, je l'avais fait dans mon introduction, que la consommation des crédits par domaine, par secteur est variable, ce qui est bien logique. Alors, il se trouve que moi, je suis un passionné de la politique spatiale. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a des raisons personnelles et il y a des raisons aussi peut-être de localisation géographique. Mais cela étant dit, le spatial, il me semble qu'en termes de consommation des crédits, prenons-le comme ça, on est un peu en retard, vous nous direz, par rapport à d'autres. Bon, voilà, un premier sujet. Et le deuxième sujet lié à ça, est-ce que finalement, dans des domaines aussi spécifiques, la question de l'équilibre entre ce qui doit être fait en termes d'innovation via les startups et l'innovation via les grands groupes n'est pas quelque chose qui doit peut-être s'ajuster. Tellement il est vrai que cette compétition spatiale qui est extrêmement lourde, alors on a l'idée de dire toujours qu'on a des entreprises leaders, c'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire ça a été vrai, et c'est toujours mis en danger, parce que le spatial, le rôle des Américains, des Chinois, des Russes, il y a du monde. Il n'y a pas que les Français, quoi, pour s'intéresser aux satellites et à toute l'industrie spatiale. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur ce que vous pensez de ce point à date de la politique spatiale menée par France 2030 ou soutenue par France 2030. Voilà les deux points que je voulais rajouter à l'ensemble déjà des remarques qui ont été apportées et avant de donner la parole à nos collègues. Mais si vous voulez bien répondre. Alors, le problème, évidemment, vous êtes tenu à une certaine sobriété dans la réponse. Oui, je vais faire synthétique. L'importance des questions et des questions qui seront dans la salle. Alors, merci de ces remarques et questions. Je vais aller très vite sur la simplification. On est à 6 mois. Moi, je trouve que 6 mois, c'est le bon équilibre
entre la bonne gestion de l'argent public avec les bons experts et une réponse aux entreprises. J'ai été 40 ans chef d'entreprise, je le répète souvent. En ce qui me concerne, j'ai eu cette chance de ne jamais avoir à demander de l'argent public, mais j'ai quand même un sens aigu de l'urgence, notamment dans l'innovation, à répondre à ça. Ceci dit, on a un devoir quand même de tri, de sélection, de réserve. Donc je pense que 6 mois, c'est un délai raisonnable. Et chaque fois que j'entends dire c'est pas possible, il faut que ça aille plus vite, je dis écoutez, on a déjà réduit ce temps par quasiment 3 depuis que je suis arrivé. Pardon ? Oui, non, mais ça, c'est déjà. Non, mais déjà, je voulais répondre sur le timing. Vous m'aviez posé une question, d'ailleurs, je crois que vous l'avez posée tous les deux, sur le temps. Après, sur la simplification elle-même, je vous l'ai dit, on a mis en place des relais territoriaux pour qu'il y ait de l'ingénierie à travers les CCI, à travers les centres économiques de région, qui ont notamment, je pense à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à laquelle on a véritablement mis en place un service avec Renaud Muselier, et on voudrait étendre cette expérimentation pour que, dès qu'ils soient reçus, on puisse juger de l'éligibilité France 2030 ou pas de leur dossier, éventuellement de l'éligibilité de ce dossier sur une autre orientation professionnelle. Je vous rappellerai simplement, pour être très synthétique, que France 2030 ne fait pas de capacitaire, on n'augmente pas les capacités de production, on n'a pas le droit de le financer, on ne finance pas de bâtimentaire, on ne construit pas de bâtiments, on ne finance pas d'infrastructures. Et très souvent, à la suite du plan France Relance, on a des dossiers qui sont justement d'ordre capacitaire ou bâtimentaire, qui étaient, eux, éligibles dans le cadre de l'exception France Relance qui a précédé France 2030. Donc, on essaye de trouver des solutions d'ingénierie les plus proches du terrain possible. Je crois que ça fonctionne dans de nombreux cas. On aura toujours des cas d'exception, mais on est dans la bonne direction à ce niveau-là. Maintenant, pour donner, je rappelle qu'on donne quand même des sommes faramineuses. On donne des sommes qui se comptent en millions, parfois en dizaines de millions d'euros. Donc oui, il y a une procédure de contrôle minimum qui est de mon devoir de faire respecter. La deuxième chose, sur le pré-dépôt, c'est en place. C'est un des exemples, je vous l'ai dit, sur Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y en a ailleurs. Objectivement, on a une résistance des opérateurs à ça, qui ont l'impression qu'ils font 2 fois le job. On est en train de travailler à optimiser, et notamment, on a mis en place ce qu'on appelle un CRM, c'est-à-dire un système qui permet d'identifier chaque entreprise candidate et de donner une visibilité de là où elle en est dans le process, et également au niveau des territoires, de savoir qui a été candidat et qui a été lauréat. Je rappellerai aussi pour tout le monde ici qu'on a le droit à plusieurs relèves. C'est-à-dire qu'on a aussi simplifié dans la mesure où, quand un dossier est refusé, pour une raison qu'on lui explique, il a la possibilité de le représenter s'il y a plusieurs relèves de l'appel à projet en question, ce qui est la grande généralité des cas. La deuxième chose, c'est, vous avez posé une question qui est mon cauchemar quotidien, c'est la substitution au crédit ministériel. Je dis mon cauchemar quotidien parce qu'effectivement, la tentation est grande, mais moi, j'ai un devoir de regarder à 10 ans. Donc, on est vigilant quotidiennement sur ce souci. Et encore une fois, je fais référence à France Relance, parce que France Relance avait été justement pensée pour être un outil d'efficacité, de maintien de l'outil industriel et productif français, et qui en avait absolument besoin après la Covid, et que moi, au contraire, j'ai à pousser les gens vers l'innovation, et on est dans des... Je ne vais pas vous cacher le fait qu'il y a des débats quotidiens quand il y a des demandes ministérielles auxquelles on répond très souvent non, parce qu'il y a des débats quotidiens de savoir est-ce que vous pourriez faire ceci ou faire cela, et on tombe sous le coup de ces substitutions. Donc ça fait partie de notre travail, de vous assurer qu'il y a cette vigilance. Alors, notamment, on a fait une reprogrammation des crédits France 2030. Les quelques informations parcellaires qui avaient diffusé sur une espèce de recalibrage de France 2030 étaient fausses. C'est simplement que l'accumulation des annonces ministérielles qui avaient été faites à peu près de partout sur France 2030 faisait qu'on était en excédent de 8 milliards par rapport aux 54 milliards. C'est-à-dire, si j'avais répondu oui à toutes ces questions, je me serais retrouvé avec 62 milliards à financer avec 54. Ce n'était pas terrible. Donc, nous avons fait effectivement un travail de nettoyage pour vraiment revenir et se refocaliser sur les objectifs du président de la République à 2030 et justement éviter tout ce qui était les effets de bord qu'on avait pu constater ça et là. Donc, il y a, par rapport aux chiffres que vous avez évoqués des 18%
mentionné par le CSIA, ça concernait notamment, c'était reprogrammation, et ça concernait un petit peu ces effets de bord, dont je tiens à vous rassurer là-dessus, on a travaillé. Et pour répondre à M. Husson sur spécifiquement le plan fruits et légumes, le plan fruits et légumes, il y a deux manières de l'aborder. Il y a la manière de l'aborder en disant c'est une substitution budgétaire, en gros pour calmer des agriculteurs qui sont dans ces domaines-là, des maraîchers qui sont dans des situations dramatiques. Il y a l'autre manière, et c'est ce que nous avons abordé, ce plan, d'abord il fait 100 millions d'euros, pour vous donner sa calibration, il fait 100 millions d'euros, et il est spécifiquement orienté vers la transformation de l'exploitation des fruits et légumes. Sont par exemple pour financer des types de serres qui sont nouvelles, avec des gestions de l'énergie et de l'eau qui soient particulières. Il est pour financer de la robotisation dans certaines exploitations pour se substituer à d'autres types de défrichage ou d'autres types de contrôle. Il est donc très orienté sur les moyens d'innovation pour qu'il y ait une transformation de l'activité en question. Excusez-moi, je vous tourne la tête, mais il n'y a plus de micro, donc je suis obligé d'être relativement impoli. Pardon. Donc, clairement, je veux vous dire que nous portons une grande attention au fait que quand on est dans ces limites, et je reconnais, M. Husson, qu'on peut interpréter ce type d'opération qui est par ailleurs exceptionnel, un peu comme aux limites, eh bien, nous rajoutons cette dimension transformatrice du plan qui nous paraît essentielle. Et finalement, on essaye un petit peu de trouver l'équilibre entre la dualité qui est de répondre à une certaine forme d'urgence d'une profession qui est en grande difficulté, tout en lui donnant la perspective de la transformation. Pour M. Reynal, sur les PIA au départ, moi ce que je peux vous dire, j'étais pas là, mais j'ai un peu regardé, l'IDEX, c'est-à-dire les budgets donnés à des universités pour qu'elles deviennent d'excellence, les CHU, c'est-à-dire des moyens donnés pour que véritablement il y ait une recherche hospitalière de premier plan en France. Un certain nombre de choses qui concernent la fibre sont autant d'impacts des premiers PIA. Donc moi je pense qu'au-delà des chiffres, et vous avez raison, on a besoin d'être peut-être plus vocal, on ne l'est peut-être pas assez, mais d'expliquer que sans cette intervention et vos décisions d'alors, décisions de l'État, d'être massif dans la transformation du pays, ça n'aurait pas eu lieu. Et on serait encore simplement, dans de très nombreux cas, on serait au pied du podium, alors que là, maintenant, on est monté sur le podium, pas toujours à la première place, ça fait partie du boulot dans certains secteurs. Et enfin, sur l'espace, écoutez, on partage cette passion. Ce que je peux vous dire, moi je suis un passionné de l'espace. L'espace est en plein bouleversement. Dans les 20 ans qui viennent, on fabriquera dans l'espace. Dans les 20 ans qui viennent, il y aura probablement 2, 3, 4 stations orbitales, publiques ou privées, qui seront autour de notre planète. Dans les 20 ans qui viennent, on a besoin que la France reste une puissance spatiale, parce qu'il y a énormément d'enjeux stratégiques, géopolitiques, de défense, mais également civils, qui vont se jouer dans l'espace. Alors là, le pari a été de dire, nous travaillons. Alors, est-ce qu'on en donne assez de moyens? C'est quand même pas loin d'1 milliard d'euros, globalement. Mais nous travaillons à trouver à la fois une dynamique sur ce qu'on appelle le New Space, c'est-à-dire ces nouvelles entreprises. Moi, j'ai été personnellement très surpris quand on a lancé l'appel à projet, le micro-lanceur, en se disant on va avoir 2-3 types qui vont répondre, de recevoir une quinzaine de réponses. C'est-à-dire qu'il y a 15 start-up, petites boîtes, qui ont dit, nous, on va mettre un satellite dans l'espace. Alors, des satellites qui, pour le moment, pèsent quelques kilos, mais c'est comme ça qu'a commencé l'aventure spatiale dans de très nombreux cas. Et quand on voit l'accélération qu'a un SpaceX, par exemple, sur les 15 dernières années, on peut effectivement penser que dans ce lot des 15 boîtes, dont une dizaine de lauréats au bout de la route, eh bien, il y aura potentiellement une entreprise spatiale de référence à 15 ans. Donc, en même temps, il ne faut pas qu'on fasse la même erreur que dans le nucléaire. On ne peut pas arrêter toute la connaissance, toute la compétence qu'on a dans les grands groupes spatiaux. Ça serait une erreur. On voit bien que le décalage d'Ariane 6 nous bloque pas mal sur les gros porteurs. Donc ça va arriver, c'est pour l'année prochaine, c'est bien, l'Europe va redevenir dans la course. Mais en attendant, aujourd'hui, SpaceX, l'année dernière, c'est 100 lancements de fusées sur une année. C'est très spectaculaire et ça va en s'accélérant. Donc, je pense qu'il faut avoir une stratégie duale, soutenir les petites boîtes, mais
dans le pas de temps qui les regarde, c'est-à-dire de véritablement les challenger sur les temps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le suivi, ne pas hésiter à les encourager à se regrouper quand c'est possible, ce qui n'est pas encore dans leur culture, pour être tout à fait honnête, et en même temps continuer de soutenir les groupes, parce que dans les groupes, il y a une connaissance historique qu'on ne peut pas négliger et qu'il faut soutenir d'une façon résolue, parce que sinon on va faire un petit peu comme dans le nucléaire, on va décrocher et on va se retrouver à essayer de rattraper la construction d'objets complexes de demain. Voilà comment je vous répondrai. Pardon, monsieur. Oui. Oui, pardon, Monsieur le Président. Je suis un peu inquiet parce que j'ai posé 2 questions. Il y en a une sur les indicateurs. Donc, Ah, pardon, j'ai oublié celle-là. Ah, bah c'est mieux comme ça. Non, excusez-moi. C'est que comme vous m'avez demandé d'aller vite. Je raccourcis ma deuxième question. Non, excusez-moi. Donc, sur ces indicateurs, effectivement, sur les indicateurs, en fait, on avait besoin et on a eu besoin de temps pour les mettre en place. Non, mais simplement, je pense qu'il faut que vous compreniez. Quand on engage quand on engage une somme vis-à-vis d'un tiers, on lui demande des indicateurs sur son impact carbone. Je rappelle, 50% de l'impact carbone doit être... par exemple, je peux vous en donner un. Aujourd'hui, le plan, nous avons fini les calculs. Nous sommes à 48% des budgets consacrés de France 2030 à la décarbonation. On avait un objectif de 50. Là, on est à 48. On doit s'améliorer. Ceci dit, on a des très très gros dossiers qui arrivent. Quand on fait un ArcelorMittal à Dunkerque qui va réduire l'impact carbone, qui représente le plus gros émetteur de CO2 de France, oui, on va avoir un impact beaucoup plus important. Mais on avait besoin de recul à la fois sur le développement effectif des projets que nous soutenons, et pour donner des données tangibles et pas donner simplement des données prospectives. Donc, par contre, je m'engage devant vous à vous communiquer ces indicateurs, parce qu'il n'y a aucune raison que vous ne les ayez pas, d'une façon beaucoup plus précise que celle qu'il y a comme vous l'avez dit, dans le PLF, ce qui n'est pas satisfaisant. Mais j'ai aucun problème à vous diffuser ces indicateurs, ils sont plutôt, en tout cas en ce qui nous concerne, très bons. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Et donc, notre collègue Vanina Paoli-Gagin va poser la première question, puis Antoine Lefebvre. Oui, Monsieur le Président, merci beaucoup. Monsieur le rapporteur général, merci. Monsieur le secrétaire général à l'investissement, merci beaucoup pour votre présentation. Je vais, si vous me permettez, faire 2 volets de questions. Il y en a qui sont de mon fait et l'autre est le fait de mon co-rapporteur des crédits de la recherche et de l'enseignement supérieur, Monsieur Rapin, qui s'excuse et n'a pu être là ce matin. Je voulais saluer évidemment le financement de l'innovation qui est indispensable pour préparer l'avenir de notre pays, vous l'avez tous dit. Donc je salue l'action de France 2030 et nous voyons effectivement en tant qu'élus des territoires que des choses bougent sur nos territoires respectifs. Je m'interroge sur l'innovation dans le financement. Je suis un peu sur ma faim de ce chef-là au regard de l'action de France 2030. On va quand même toujours vers des modèles d'entreprise classiques. Je pense qu'on a quand même des leçons à tirer de ce basculement du siècle. Et que moi qui observe quand même tous les écosystèmes d'innovation et de création d'entreprises depuis une 30aine d'années en France, en Asie et aux États-Unis, je constate qu'on reste quand même sur des modèles très 20e siècle dans le financement. Et donc je trouve qu'on devrait être peut-être plus audacieux. Je viens du pays de Danton, donc c'est pour ça que ça me vient à l'esprit. On a beaucoup en France de toutes petites start-up très performantes sur des niches qui ne passent pas un certain cap de chiffre d'affaires. Et donc je pense qu'on serait peut-être avisé d'essayer de faire des plateformes ou des fonds de build-up pour assurer la création de mini-champions sur des verticales très précises, métiers ou techno. Ça, j'en suis persuadée. On court après un Mittelstand, des ETI depuis. C'est pas notre culture, donc peut-être qu'il faut qu'on pense autrement, parce que évidemment, on veut tous avoir des ETI sur nos territoires et plus on en a, mieux on se porte. Mais en fait, c'est pas dans la culture non plus du management à la française que de vouloir cela. Je le pense très sincèrement. Ça, c'est une réflexion très personnelle. Et je voulais savoir aussi si, dans la même veine, on ne pourrait pas élargir, en pensant un peu autrement aussi, le dispositif première usine.
C'est-à-dire qu'une première usine, sur certains territoires, ça doit aussi pouvoir être une usine qui travaille pour tout le monde. C'est-à-dire un Fab Lab un peu plus grand et qui va être mutualisé entre différents acteurs qui peuvent avoir besoin de production et mettre en mutualisation en fait le moyen de production. Donc voilà, j'aurais voulu avoir votre vision sur ces 2 points. Pour se projeter sur 2030, je voulais savoir dans vos indicateurs si ça va bien nous permettre de gagner un peu de points sur notre fameux objectif de Lisbonne qu'on n'atteint toujours pas, ce qui est quand même embêtant. Et puis ensuite, je vais prendre la question de mon co-rapporteur Jean-François Rapin. Le plan prévoit une enveloppe de 5,7 milliards d'euros qui est spécifiquement dédiée à l'écosystème de l'enseignement sup, de la recherche et de l'innovation, notamment pour financer les fameux PEPR. Mon collègue aimerait savoir dans quelle mesure le SGPI a engagé des travaux pour préciser de façon bien fine le périmètre d'intervention du plan France 2030 et du ministère de la Recherche, notamment, et on l'a vu sur plusieurs occurrences, pour qu'on puisse avoir de la lisibilité sur les relais de financement à long terme pour les programmes qui vont être appelés à être prolongés au-delà de la durée du plan France 2030. Enfin, eu égard au délai particulièrement long de 19 mois constaté pour le lancement de ces fameux PEPR exploratoires par l'ANR, il souhaiterait savoir quelles sont les réformes que vous mettez en œuvre pour assurer que cet opérateur dispose d'une capacité de suivi plus réactive et plus opérationnelle pour piloter ces programmes. Je vous remercie. Merci, Vanina. Antoine Lefèvre, puis Jean-Baptiste Blanc. Oui, merci, Monsieur le Président. Le rapport remis par le Comité de surveillance des investissements d'avenir, qui avait été remis à la Première ministre le 30 juin dernier, faisait état de données particulièrement enthousiasmantes sur l'avancement des chantiers d'investissement du programme France 2030. Ce rapport évoque notamment un rythme soutenu dans la décarbonation de l'industrie productrice d'intrants, avec une diminution en 2025 d'1,7 mégatonnes de CO2 par rapport aux émissions de 2022 et un objectif définitif de 6 mégatonnes de moins en 2030 qu'en 2022. Pourtant, notre industrie est particulièrement dépendante aux intrants, notamment dans le secteur agricole. 80% des engrais utilisés en France sont achetés à des pays comme les États-Unis, l'Égypte, la Russie ou le Qatar. Et nous dépendons donc largement des pays producteurs d'énergie fossile, encore nécessaires à la fabrication de certains engrais minéraux. C'est un peu dans le thème de la semaine du Salon de l'agriculture. Aussi, ma question est la suivante. Dans quelle proportion les investissements de France 2030 sont-ils fléchés vers le développement d'intrants domestiques décarbonés et en quantité suffisante pour limiter notre dépendance à nos partenaires? Merci, Monsieur le Secrétaire général. Merci, Antoine. Jean-Baptiste Blanc, puis Stéphane Sautarel. Merci, Monsieur le Président. Ce sera très rapide. C'est une question, Monsieur le Secrétaire général, sur la fabrique de France 2030, pour savoir si vous avez appréhendé la question foncière, tout simplement. Vous n'êtes pas sans savoir que ce qui nous anime beaucoup ici, c'est le zéro artificialisation nette. Et évidemment, on s'interroge beaucoup sur le fait de savoir comment ça se combine avec la stratégie. Comment vous l'avez appréhendé, ce sujet? C'est ma question. Merci, Jean-Baptiste. Stéphane Sautarel, puis Nathalie Goulet. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, effectivement, en tant que sénateur du Cantal, on a eu le plaisir de vous accueillir dans le département et vous avez fait référence à l'entreprise BIOS, qui est un vrai fleuron. Et moi, donc, dans mon intervention, je voulais surtout témoigner et éventuellement vous interroger sur une ou deux orientations, mais assez générales. D'abord, témoigner sur la bonne territorialisation du programme. Et qui est lié, en tout cas dans notre département, à deux éléments. C'est des services de l'État et en particulier préfectoraux, un préfet très engagé sur la démarche qui accompagne et prolonge votre action. Et également, en tant que binôme référent sur territoire d'industrie aussi, je veux souligner le bon lien avec les territoires d'industrie et la place en particulier des chargés de mission pour être en capacité de répondre aux appels à projets qui sont produits. Et au-delà de l'entreprise à laquelle vous avez fait référence, il y en a d'autres aujourd'hui qui ont candidaté, d'autres qui sont lauréats, d'autres qui ne le sont pas. Mais ça signifie que c'est un programme qui est accessible, même si on peut toujours souhaiter
d'améliorer la question des complexités des dispositifs, mais qui me semble malgré tout assez adapté. À ce titre-là, je voulais insister sur un des objectifs, le troisième, sur la décarbonation de l'industrie, parce que c'est un dispositif qui doit s'adresser et qui s'adresse à des PME et pas seulement à des grandes entreprises, et en particulier dans tout le secteur agroalimentaire, notamment en réponse à l'objectif de souveraineté alimentaire. Il y a des enjeux importants qu'on retrouve aussi dans l'objectif 6 sur l'alimentation saine, durable et traçable. Et donc, je veux insister, je sais qu'il est pris en compte, mais sur ce volet qui n'est pas toujours ce à quoi on pense spontanément dans l'innovation et qui est très important pour nos territoires, nos entreprises et notre pays. Et donc, effectivement, je prolonge la question ou la remarque de Jean-Baptiste Blanc, parce qu'effectivement, il y a le sujet des moyens, des fonds, en réponse à un projet, bien sûr. Il y a celui des hommes. On sait que sur la formation, il y a sans doute encore, et c'est une de mes questions, des besoins, même si c'est pris en compte dans un des axes, mais je pense qu'il y a encore des améliorations. Et à ce titre-là, je veux souligner aussi le lien important avec les régions dans le déploiement du programme. Et enfin, effectivement, parce qu'aujourd'hui, c'est une des difficultés, d'ailleurs, on travaille sur notre territoire d'industrie sur ce sujet-là, la question du foncier, qui aujourd'hui est vraiment l'angle mort pour de nombreux projets. Merci. Merci Stéphane. Nathalie Goulet, puis Michel Canvet. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Les hasards du calendrier font que vous passez juste après une audition sur les difficultés de financement des entreprises de l'industrie de défense. J'ai une question à vous poser sur la coordination. Vous avez parlé de France Stratégie. Qu'en est-il du commissariat au plan, puisqu'on a un commissaire au plan? C'est vrai. Je remercie le rapporteur général de son soutien. Donc, comment est-ce que vous coordonnez tout ça? Et puis, en même temps, est-ce que vous avez une action sur les établissements bancaires? Parce que c'est important que le financement de France 2030, qui rejoint d'ailleurs curieusement le parallèle de ce qui s'est fait en Arabie avec Arabie 2030. 2030 est une année vraiment importante. Donc le système bancaire, est-ce que vous avez des relations avec le système bancaire? Et enfin, quid des coupes budgétaires à la hache que nous avons connues très récemment? Voilà. Je remercie de nouveau le rapporteur général de son soutien à cette question, parce que les budgets que nous avons votés ont été amputés drastiquement il y a quelques jours. Est-ce que cela impacte évidemment vos travaux? Merci Nathalie. Michel Canvet, puis Vincent Capo-Canella. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais moi aussi remercier le secrétaire général. Tout d'abord, lui demander si, dans le process de mise en œuvre du programme, donc à peu près la moitié des crédits qui sont mobilisés, seulement un peu moins de 10% d'effectivement décaissés. Est-ce que cette différence avec les décaissements provient de difficultés de financement ou alors de difficultés de mise en œuvre des programmes? Enfin, est-ce qu'il y a une explication à ce que les moyens mobilisés effectivement soient à ce niveau-là aujourd'hui? Une deuxième question sur la nature des investissements qui sont effectivement pris en compte, parce qu'on a constaté sur les précédents programmes, les PIA, qu'un certain nombre de projets qui n'avaient, à notre sens, rien à voir avec des investissements réellement d'avenir. Je pense à la rénovation du Grand Palais, par exemple, à Paris, mais il y avait d'autres exemples qui avaient été cités, ont été financés dans le cadre de ces programmes d'avenir. Est-ce que, pour ce qui concerne France 2030, il y a bien l'assurance que l'on aille effectivement vers ce qui peut apporter de la valeur ajoutée, de la réelle valeur ajoutée à notre pays, qui soit effectivement retenu? Autre question concernant le financement des entreprises. On s'adresse bien aux entreprises françaises. Est-ce qu'il y a une veille pour éviter que ces entreprises, dont j'ai bien entendu tout à l'heure qu'elles avaient un niveau technologique assez intéressant, ou qu'ils pouvaient l'atteindre tout au moins, restent effectivement sous le contrôle français? Est-ce que des dispositions ont été prises à ce sujet? Et puis, dernière question, vous êtes tous les deux passionnés par le spatial. Moi, ce sont les sous-marins, les fonds sous-marins qui me préoccupent beaucoup, qui me passionnent et me préoccupent.
Et pour ce qui est des fonds marins, hélas, on constate une mise en œuvre du programme particulièrement laborieuse. Est-ce que c'est parce que la France a une position un peu attentiste sur la question de l'exploration des fonds marins que peut-être on arrive à l'incapacité à mobiliser des projets, ou alors est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu réellement des projets? Enfin, quelles sont les explications que vous pouvez nous donner à ce sujet? Merci Michel, Vincent Capo-Canella, puis Raphaël Daubé. Merci Monsieur le Président. Merci d'abord Monsieur le Secrétaire Général. Deux questions. Le Président a parlé tout à l'heure du spatial. Je voudrais revenir sur l'aérien, sur l'aéronautique. Il y a l'objectif d'avion bas carbone. Oui. D'abord, la sémantique compte, c'est avion bas carbone, c'est pas avion décarboné. Bon. Mais comment vous travaillez avec les filières là? Tout à l'heure, vous abordiez la question de substitution de crédit, de ce risque-là, de dialogue avec les ministères, mais on demande à ces domaines-là de travailler déjà sur des rythmes de décarbonation, d'avoir des stratégies, donc de la filière, discuter avec les ministères. Donc comment ça s'organise pour vous dans ce domaine-là, et notamment par rapport au CORAC, qui est le Conseil pour la recherche de l'aviation civile, qui a des modes de financement habituels. On avait vu avec les PIA qu'il y avait aussi un risque, c'est-à-dire qu'on avait tendance à gonfler les PIA, qui n'avaient pas le même horizon que les crédits de droit commun de la DGAC, avec notamment l'affaire des avances remboursables qui a fait ses preuves financièrement pour l'État, mais qui donnait à cette industrie qui a besoin du temps long la visibilité. Donc est-ce qu'il n'y a pas un risque dans ce mode de travail-là? Et comment vous résolvez cette affaire à la fois de suffisance des crédits, de répartition, de choix entre le CORAC et vous, et puis d'horizon dans le temps, parce qu'il y a vraiment besoin de ça. Deuxièmement, sur l'hydrogène, bon, vous intervenez, c'est heureux, c'est une priorité, c'est une évidence. Il faut sans doute aider à l'investissement, il faut sans doute aussi aider d'une certaine manière à ce que les marchés deviennent matures. Parce que moi, les quelques investisseurs que j'ai vus m'ont dit, on avait fait une mission notamment sur ces questions-là, nous on veut des soutiens à l'investissement, mais plus que ça, on veut des clients au bout. Parce que s'il n'y a pas un client solvable, finalement, ce n'est pas la peine d'investir. Donc, il y a cette dualité, je ne sais pas comment on peut la résoudre. Et puis, comment vous travaillez là aussi avec l'ADEME, avec l'Agence pour la transition écologique? Merci Vincent. Raphaël Daubé, puis Didier Rambaud. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le secrétaire général. Moi, je voudrais aussi saluer l'effort qui est fait, la dynamique qui est lancée, et revenir sur les freins que j'identifie pour ma part. D'abord sur le besoin de simplification administrative, comme tous mes collègues. Évidemment, je le redis, la lourdeur des procédures et le manque d'agilité empêchent la mutation industrielle du pays. Mais il faut peut-être être plus précis que ça. Je veux rejoindre évidemment mes collègues Blanc et Sautarel sur la question du foncier, et notamment l'aménagement du foncier économique, qui est aujourd'hui parfois très compliqué, notamment pour les obtentions d'autorisation d'urbanisme, mais aussi la question du portage immobilier. Depuis la fin des ateliers relais qui existaient pour les collectivités, c'est parfois complexe pour une communauté de communes aujourd'hui d'arriver à construire de l'immobilier d'entreprise, et je pense que ça, c'est un vrai sujet. Le deuxième frein que j'entrevois, c'est évidemment le partenariat avec les collectivités. Vous en avez parlé. Je pense que le plan ne réussira pas s'il n'y a pas cette capacité d'interaction entre l'État et les collectivités pour faire converger évidemment l'effort, et puis aussi prendre en compte les filières et les territoires. Vous avez parlé des régions et de la régionalisation, dont je pense que ça reste quand même une strate un peu stratosphérique. Quid des intercommunalités? Est-ce que les intercommunalités qui ont un rôle aujourd'hui de plus important dans cette relocalisation du développement économique seront réellement associées, et comment, à cette ambition? Et puis le dernier frein que je vois, qui à mon avis est majeur, il ne faudrait quand même pas l'oublier, même s'il ne relève pas tout à fait de ce plan France 2030, c'est la question du logement. Et aujourd'hui, quand vous discutez avec les chefs d'entreprise dans les territoires, ce qu'ils vous disent, la problématique, c'est évidemment la main-d'œuvre et le besoin de la loger. Et donc là aussi, ça relèvera des territoires, de l'action des territoires en partenariat avec l'État, mais il faut qu'on relance absolument notre politique du logement, sinon il n'y aura pas de réindustrialisation de ce pays. Merci. Merci Raphaël. Didier Rambaud, puis Florence Béatrice-Contat. Merci Monsieur le Président. Deux questions. La première, c'est à la limite comme rapporteur spécial au sein de cette commission de la mission culture avec mon collègue Vincent Eblé. Je ne vous cache pas que j'aurais aimé vous poser la question après le 20 mars, puisque le 20 mars, nous allons avoir ici communication d'un rapport de la Cour des comptes sur les crédits exceptionnels de la culture. Sans connaître encore les recommandations de ce rapport, il va sûrement être très sévère
sur la manière dont les crédits ont été ventilés dans le secteur de la culture à travers PIA, France 2030. Alors le monde de la culture étant très, très diffus, très vaste, etc. Est-ce que vous avez un regard particulier? Et est-ce que dans les cadres des futurs dossiers, le ministère de la Culture va être finalement à nouveau le chef de file de la politique culturelle? Deuxième question, je suis comme vous en Rhône-Alpin et préoccupé par le modèle économique des stations de ski de montagne. Donc à ce titre-là, est-ce que au sein de France 2030, il va y avoir des projets qui vont être fléchés pour effectivement face à la reconversion un petit peu économique, notamment des stations de moyenne montagne? Merci. Merci Didier. Florence Béatrice-Contat. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Secrétaire Général pour tous ces éléments. Donc évidemment, on ne peut que saluer la volonté de développer l'innovation. C'est un facteur de compétitivité essentiel et avec en ligne de mire notre réindustrialisation. Je reviendrai sur la question de la souveraineté numérique qui figure dans les priorités de France 2030. Elle est essentielle, vous l'avez indiqué, dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la cyber, mais aussi de développement d'un Internet moins consommateur en énergie. Donc, évidemment, il est essentiel de soutenir toutes ces pépites dans leur émergence, dans leur développement. Mais au-delà, de les soutenir après, que l'État puisse être présent à leur côté, parce qu'on a en même temps, et je sais bien que ce n'est pas de votre ressort, mais de mauvais contre-exemples. Prenons les données de santé qui ont été confiées à Microsoft. Des acteurs français pensent qu'une autre solution aurait pu être trouvée. On a eu un exemple récent avec EDF qui a confié son SI concernant la planification des réparations à Amazon. Là encore, c'est très regrettable. Donc, on a un petit peu des injonctions, des objectifs contradictoires. Donc, comment est-ce qu'on sort de cela? Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'avec ces entreprises qu'on aura soutenues dans le cadre de France 2030, on n'ait pas à nouveau plus tard cette difficulté? Et comment est-ce qu'on leur permet ensuite d'atteindre une taille critique? Autre question sur les créations d'emplois. Où est-ce qu'on en est sur les promesses de création d'emplois? Quelle typologie d'emplois peu qualifiés, plus qualifiés auront été créés? Je ne sais pas si vous avez déjà les données à l'issue de ce plan. Je vous remercie. Merci Florence. Monsieur le secrétaire général, une série de questions très diverses. Boum, et là c'est tire chevrotine, mais je suis ravi parce que ça montre bien d'abord l'intérêt, et je vous remercie que tout le monde porte à ce plan, et surtout une vraie question fondamentale, c'est qu'il est systémique. C'est-à-dire que toutes les questions en fait sont liées. Vous avez raison de parler du foncier, du logement, de l'impact sur l'emploi. Il y a un grand oublié là-dedans, et il est important à préciser, c'est la formation. Et je reviens dessus une seconde, parce que tout à l'heure, quand vous m'avez posé la question de l'impact, je crois qu'une des pierres angulaires de France 2030, c'est l'argent que nous consacrons à un plan qui s'appelle Compétences et métiers d'avenir, qui va permettre non seulement de former des bataillons de femmes et d'hommes pour ces métiers que nous envisageons, on a parlé, l'hydrogène, le nouvel aérien, l'espace, les fonds marins, mais également de reformer nos compatriotes qui sont sur des métiers qui, eux, sont en décrochage à terme, et notamment, je vous ai évoqué le moteur thermique, mais il y en a beaucoup d'autres sur lesquels il faudra se poser des questions. Les gens spécialistes, par exemple, de méthodes énergétiques carbonées, etc., etc. Alors, pour essayer de balayer toutes les questions le plus efficacement possible, sur le financement audacieux, j'ai été interpellé. Je pense que la meilleure réponse qu'on peut apporter, c'est ce qu'on appelle French Tech 2030, pour vous donner un exemple de comment on abordait le problème. French Tech 2030, ce sont les 125 lauréats des lauréats. C'est-à-dire c'est vraiment la crème de la crème, ce sont des sociétés, des pépites, des petites entreprises que nous avons identifiées pour être des champions de la croissance de demain. Et nous n'avons pas basé notre raisonnement sur leur chiffre d'affaires, mais sur un mélange qui est le chiffre d'affaires, pardon, sur leur fonds propres, mais un mélange chiffre d'affaires, dette et fonds propres. En fait, on a essayé d'aborder le problème de l'analyse de l'entreprise, non pas simplement par ses fonds propres, mais par une réflexion plus globale sur sa capacité à financer son développement. C'est assez nouveau, ça montre bien qu'on essaie de raisonner différemment
pour ces champions de la croissance de demain, parce que c'est vrai que c'était limitatif de penser qu'on ne pouvait donner une subvention à une entreprise de 1 euro que si elle avait 1 euro de fonds propres. Là, on a essayé de modifier la règle et de raisonner d'une façon plus globale sur sa capacité à assurer sa pérennité, qui passe par sa dette, qui passe par son chiffre d'affaires et qui passe par ses fonds propres cumulés. Sur la notion d'interpellation sur la technique de première usine, vous savez, première usine, c'est d'abord une entreprise qui décide de faire une usine. Donc moi, si les gens veulent faire de la mutualisation locale, je suis pour, mais ce n'est pas à nous, l'État, de leur imposer, dans les critères de soutien qu'on a, qu'ils doivent travailler avec une communauté autour d'eux. Je pense que ça serait plus un frein qu'autre chose. Donc là, il y a des exemples et des contre-exemples. Et à mon avis, cette liberté donnée aux entrepreneurs d'inventer leur usine du futur, c'est une dynamique qu'on veut préserver. Sur les relais, alors les questions sur les PEPR, elle est un petit peu longue. Vous savez, quand on fait des PEPR, je vais essayer de la synthéser, quand on fait des PEPR exploratoires, c'est-à-dire en fait on lance quand même des ballons sondes très loin sur le codage sur l'ADN, sur les évolutions des nouveaux médicaments et des nouvelles thérapies géniques à très long terme. On est obligé je pense, de prendre son temps. Et si vous regardez ce qui s'est passé depuis 2 ans, quand on a lancé le plan France 2030, ChatGPT n'était pas dans l'air. C'est-à-dire que cette notion d'IA générative n'était pas dans l'air. Elle était dans des labos, mais elle n'était pas dans l'air. Vous voyez qu'en 2 ans, comment ça a bouleversé le paysage et la réflexion sur l'intelligence artificielle qui est rentrée un peu dans l'atmosphère. Donc moi, je pense qu'avoir des PEPR à mèche longue, c'est plutôt un avantage, quand ils sont exploratoires, que de chercher à se précipiter dans des technologies en engageant trop de crédits tout de suite et de ne plus en avoir pour la suite. Ça serait ça un peu ma réponse. C'est dans l'innovation, des fois il y a urgence, et il y a urgence d'agir. Des fois, il faut prendre son temps pour évaluer ce qui tient de l'effet de mode ou ce qui tient de l'inconnu et de l'inattendu. Sur la question sur la dépendance aux intrants, c'est tout le pari de la transformation agricole. Le pari de la transformation agricole, c'est justement sortir d'un certain nombre de produits carbonés et qui sont en plus, pour un certain nombre d'entre eux, qui amènent des dégradations considérables à notre environnement. Et donc, nous finançons pour 2 milliards d'euros la transformation agricole. Dans quel domaine est-ce qu'on met cet argent? On le met dans 3 domaines. Le premier domaine, on le met dans la recherche, pour dérisquer de la recherche et accélérer la recherche sur la transformation, sur notamment les phytosanitaires. C'est le fameux plan éco-phyto, mais pas que. On a là-dessus, je pense, on fait des avancées. C'est absolument nécessaire d'arriver à déboucher sur des produits sur le long terme. Et donc, l'idée, c'est pas de compenser en souveraineté locale des intrants qui sont néfastes pour l'environnement, c'est de trouver des substitutions. On a déjà des beaux exemples. Je peux vous citer une entreprise qui s'appelle, par exemple, Elicit Plant, qui travaille sur de l'optimisation pour les céréales de stress hydrique. Je peux vous citer des sociétés comme Agriodor, qui font, pour les betteraves notamment, sont en train de mettre au point des systèmes basés sur les phéromones pour que les insectes ne s'approchent plus des betteraves, etc., etc. Mais on est encore dans une phase de recherche. Et c'est vrai que le conflit interdiction sans substitution, c'est un vrai débat. Mais en tout cas, sachez qu'il y a beaucoup de groupes français aujourd'hui, de jeunes entreprises français, qui travaillent sur des substitutions. C'est la stratégie. La deuxième chose sur laquelle on travaille, c'est faire confiance aux agriculteurs et soutenir leurs efforts de transformation, et notamment par des combinatoires, ce qu'on appelle des combinatoires, c'est-à-dire les aider. On l'a annoncé hier au Salon de l'Agriculture avec une grande coopérative qui est Vivesia, les aider à cette transition en apportant de l'argent pour que l'amont soit plus vertueux et l'aval soit moins impacté par les prix de cette vertu. Parce que le problème, c'est que être vertueux, ça coûte plus cher, donc ils ne trouvent pas d'acheteurs, et on tombe dans un cercle infernal où des agriculteurs qui sont vertueux se retrouvent coincés avec des acheteurs qui disent c'est trop cher, je ne veux pas de ça. Donc l'idée, c'est qu'on fasse un peu le tampon de ce pari, de cette audace pour arriver à relancer une machine vertueuse. Et le troisième, vous l'avez évoqué, c'est le foncier. Bon là, je ne peux pas
vous donner plus d'informations à ce stade-là, mais sachez qu'on a une réflexion sur le foncier et les transmissions agricoles avancées et qu'il y aura des annonces qui seront faites dans les prochaines semaines. Sur la question de la relation avec le commissariat au plan et les établissements bancaires, évidemment qu'on travaille ensemble. Le commissariat au plan dessine des perspectives avec, également avec France Stratégie. Nous travaillons sur où est-ce que vont ces grandes tendances. C'est l'exercice le plus compliqué. Et nous avons à l'intérieur du SGPI également une cellule de veille permanente qui interagit avec ces services-là et d'autres, des services de renseignement économique, avec une réflexion sur l'international, avec des liaisons sur nos homologues en Europe. C'est-à-dire que nous essayons d'avoir un dialogue le plus fructueux possible pour savoir si on ne se fourvoie pas, notamment dans le pas de temps des technologies. Et je vais en arriver à l'hydrogène. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est... Vous savez, l'innovation, c'est comme le surf. Hein. Si vous laissez partir la vague, ça ne marchera pas. Si vous partez avant la vague, vous la prenez sur la gueule. Si vous êtes sur la vague, vous avez gagné. Eh bien, c'est exactement la même problématique. Nous sommes des surfeurs de l'innovation. Donc, il faut qu'on ait un ensemble d'informations à donner et dire, OK, on accélère là-dessus. Et on reste pas dans une espèce de rigidité idéologique. Si on doit équilibrer des curseurs, il faut le faire. Eh bien, dans le domaine des relations, oui, les informations du commissariat au plan, les informations des services économiques de l'État, les informations qu'on peut recueillir à l'international nous permettent de converger vers des convictions. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est 70 personnes au SGPI. Parce que sinon, à quoi bon avoir 70 personnes ? On pourrait juste faire de la distribution budgétaire à des opérateurs et dire, bon, maintenant, ça roule. Il y a des conseillers, des experts à l'intérieur du SGPI qui font ces jugements, ces appréciations, et évidemment, en relation avec les ministères, ça va de soi. La troisième chose, sur les établissements bancaires, moi je crie à l'alerte rouge. C'est simple, la question est essentielle. Il faut que les banques jouent le jeu. Elles ne le jouent pas assez. Voilà, je le dis aussi sèchement que je le pense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes difficultés que peuvent rencontrer des petites boîtes ne viennent pas du soutien de l'État, viennent du fait que très souvent, les banques sont dans une réserve par rapport au soutien qui ne s'explique pas. Il faut qu'on déverrouille plus le système bancaire. Alors, on va m'expliquer que c'est de la bonne gestion, que c'est de la saine gestion, du machin, etc. C'est un travail collectif. C'est comme du rugby, hein, l'innovation. Il faut que tout le monde joue le jeu. Et moi, je pense que là, on a besoin de faire deux choses. Réveiller le soutien économique du privé à côté du public, ce que nous faisons, ce que Bruno Le Maire encourage à faire, ce que nous faisons de façon systématique dans chaque dossier, et notamment avec la BPI, et également réveiller le soutien bancaire. Je vous donne un exemple, Vercors. Vercors, c'est une très jolie opération, oui, que nous avons, absolument, iséroise, mais que nous avons accompagné avec les plans successifs depuis le centre de recherche. C'est-à-dire au moment où ils ont fait leur centre de recherche sur la nouvelle batterie. L'État les a accompagnés. Puis successivement, série A, série B, etc., ils ont grossi. Là, ils sont en train de construire une gigafactory dans le nord de la France. Formidable. Comment est organisé le capital de ces 2 milliards de soutien qu'ils ont ? Eh bien, il y a une subvention France 2030 importante, de l'ordre de 600 millions d'euros, des fonds propres de France 2030 pour à peu près 60 millions d'euros, mais à côté de ça, 800 millions d'euros de capitaux privés à côté de l'État, donc 1 pour 1, et 650 millions de têtes de crédit bancaire pour construire une usine qui va durer 50 ans. Ça, c'est vertueux. Ça marche. C'est-à-dire que nous, on a du coup un effet de levier sur l'opération globale qui est excessivement positif. Donc oui, il faut que ça ait un effet de levier sur les capitaux privés et sur les banques. Je pense qu'effectivement, il faut crier un peu au rappel et je pense qu'il est important de le faire. Là, on n'est pas touché par les coupes budgétaires à la hache, comme elles ont été décrites. On n'est pas touché puisque le budget a été sanctuarisé. Là où on participe à cet effort, c'est dans la rigueur qu'on a à distribuer de l'argent. Et j'en arrive au point du décaissement. On verra, oui, bien sûr, on verra. À date. Il n'y a plus de à date. On dit à date. À date, ça a changé. Il y a 10 jours, ça a changé. En tout cas, à l'heure où je vous parle, nous ne sommes pas touchés. Et nous n'avons eu aucune information sur laquelle nous serions touchés. Nous non plus. Voilà. Sur le décaissement est un sujet important. On lance des projets qui ont des maturités de 2 ans, 3 ans, 5 ans parfois.
Donc attendez-vous à ce qu'il y ait plus de décaissements en 2024, 2025, 2026. Parce que là, les projets vont commencer à décoller. La réalité, c'est qu'on n'est qu'à 2 ans du plan. Et il y a certains projets qui durent 5, 7 ans. Donc moi, je m'attends à ce qu'on ait cette courbe de décaissement. Je vous ai dit que j'allais être excessivement vigilant sur les engagements qu'ont pris les entreprises dans les conventions. C'est-à-dire que si elles ne tiennent pas leurs objectifs, ça sera notre manière de dire dommage, mais on gère le budget de l'État et on est très rigoureux là-dessus. Donc ce n'est pas un engagement en blanc, c'est un engagement avec des étapes. Bon, il faut une bienveillance, mais très rigoureuse, parce qu'on peut avoir, en tant qu'industriel, un dérapage de quelques semaines, voire de quelques mois, mais certainement pas de quelques années dans l'état qui nous intéresse. Donc moi, j'envisage que ça monte. Sur la nature d'investissement, vous posez une question qui est excessivement compliquée, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est systémique. Est-ce qu'il faut soutenir les ICC ? C'est une bonne question. Est-ce que dans le cadre de France 2030, il faut soutenir les ICC ? C'est une vraie question. Moi, je compare ce que font nos voisins éloignés, la Corée. Je vous les signale parce que c'est intéressant. On a eu une présentation. Non, la Corée. Là, on a eu une présentation de leur stratégie d'innovation pour les 20 prochaines années. Ben, dans leur pilier d'innovation, ils ont un truc incroyable, à la coréenne. Nous voulons imposer la culture coréenne mondialement d'ici 2035 ou 2040, je ne me rappelle plus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils sont en train, au niveau de l'État, de mettre de l'argent derrière la K-pop, les mangas, les films coréens, les livres coréens, les auteurs coréens, etc. Ils poussent comme des brutes parce qu'ils estiment que ça fait partie de la stratégie des soft skills d'innovation que de soutenir des soft skills de la nation, de leur nation, de soutenir leurs industries culturelles et créatives. Et c'est pas complètement idiot, parce que quand vous voyez ce qui est en train de se passer en termes de standards de cinéma, standards d'édition, standards sonores, ben, s'ils ont derrière une machine de guerre dans laquelle ils auront produit beaucoup, c'est intéressant. Donc les ICC, ça fait partie de la grande différence de la nation française par rapport à plein d'autres nations. La francophonie, notre culture, notre histoire culturelle et son futur. Donc, c'est pour ça que c'est toujours un peu compliqué. Vous me parlez de la... Alors maintenant, je ne m'engagerai pas sur la rénovation du Grand Palais. J'étais pas là, j'en prends pas la responsabilité. Je pense, quand je dis pas de bâtimentaire, pas de capacitaire et pas d'infrastructure, je suis un peu hors champ. Mais ceci dit, je pense qu'il faut faire attention à comment on aborde. Deuxième exemple, c'est CMA. Est-ce que ça fait partie de France 2030, les compétences et métiers d'avenir, de le soutenir ? Ça pourrait être une bonne question. Mais si on n'a pas les femmes et les hommes pour remplir les usines qu'on est actuellement en train de financer, on se prend le mur. Donc pour moi, cette idée et je pense qu'on doit vous le reporter en permanence, hein, on va former plus de 1 million de personnes aux métiers d'avenir d'ici 2030. C'est quand même une vraie révolution. On crée des lycées agricoles en nouvelles méthodes agricoles. On crée des lycées, on crée des écoles nationales de la batterie, des écoles nationales de l'hydrogène, du nucléaire. Avec la région Normandie, on est en train de fabriquer une machine de guerre pour former plus de 50 000 personnes dans l'industrie du nucléaire dont on a besoin pour demain. Donc, je crois qu'il faut faire très attention à ne pas être juste productiviste dans notre analyse de l'innovation. Il faut être, évidemment, chercher de la valeur ajoutée. Je vous ai donné tout à l'heure les impacts du CSIA. Moi, je pense que même si on peut les qualifier d'optimistes, ils sont dans la bonne direction. Mais il faut également qu'on ait une conscience de ces nuances sur les investissements. Là, une autre question, vous avez raison, et on est en train de le mettre dans nos conventions, c'est faire attention qu'on ne finance pas des jeunes pousses qui, dès qu'elles vont être un peu plus grosses, vont devenir américaines ou chinoises. Hein, faire très attention à ça. Donc là-dessus, on est en train d'essayer d'inventer une méthode. C'est très compliqué. C'est très compliqué légalement. En tout cas, on va essayer de trouver une méthode qui est à la fois... Non, mais on va essayer parce que c'est assez complexe. On ne peut pas écrire, par exemple, dans un contrat, si vous êtes vendu à un Chinois dans 5 ans, alors vous nous remboursez. Ça, c'est pas possible de l'écrire. Pour plein de raisons dont je vous passe les détails. Donc il faut qu'on arrive à trouver une méthode un peu plus subtile que ça, et on est en train de chercher comment on peut notamment par des méthodes de financement un peu plus originales, peut-être trouver des obligations qu'on pourrait convertir pour justement, au moment d'une vente, récupérer... Enfin, il y a pas mal de méthodes qu'on est en train de faire tourner en l'air, mais c'est une préoccupation sur laquelle on est. Sur les fonds marins, on n'est pas du tout attentiste.
On n'est pas du tout attentif sur les fonds marins. Simplement, le président de la République a donné la ligne rouge. Sous cette présidence, il a dit on fera de l'exploration, on ne fera pas d'exploitation. Donc, à partir de là, on mène beaucoup de campagnes d'exploration. Et d'ailleurs, la plupart des fonds délégués aux fonds marins servent essentiellement à financer ce qu'on appelle des missions d'exploration assez complexes. Il y en a une là bientôt qui va sur le Vanuatu, sur ce qu'on appelle des câbles sous-marins intelligents, pour vous expliquer un peu ce qui se passe. Ce sont des câbles qu'on met dans l'eau, mais au lieu d'être simplement des câbles de télécommunication ou des fibres, ils ont des capteurs qui regardent ce qui se passe dans les fonds marins. Alors, me demandez pas trop les détails, mais au niveau sismique, au niveau de la température, du pH, du machin, pour avoir plus de données. Bon, il est évident qu'il y a une partie sur les fonds marins dont je ne peux pas parler publiquement, parce que ça fait partie aussi de toutes ces technologies duales, on ne l'a pas dit, que nous soutenons, puisque nous avons une attention très particulière à de nombreuses technologies duales dans le cadre de France 2030 et en accord avec la DGA et l'Agence d'innovation défense. Sur l'aérien, d'abord une belle nouvelle. Le premier avion hydrogène a décollé hier. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Français, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire... Alors pour le moment, c'est un avion de tourisme, mais il est parti. Beyond Aviation. Et ça a été un financement France 2030. On travaille beaucoup avec le CORAC, et on essaye justement d'éviter le grand risque de la substitution budgétaire. C'est un vrai sujet là. Le gros avantage, c'est que l'aviation est très organisée chez nous, en France. C'est-à-dire que c'est vraiment une organisation qui fonctionne bien. On a un bon interlocuteur. On peut arriver à faire des choses intelligentes. Je pense que c'est probablement l'endroit dans lequel on arrive le plus facilement à identifier la chaîne d'investissement aujourd'hui. Et les équilibres autour de la table sont bons entre les petites entreprises et les plus grosses. Moi, j'ai pas grand-chose à vous dire d'autre sur l'aérien, si ce n'est qu'on est en track pour ce fameux avion décarboné. Alors, vous avez raison, hein, c'est pas un avion décarboné, c'est bien un avion bas carbone, parce qu'on a deux problèmes. D'abord, en e-fuel, c'est-à-dire tout ce qui est fuel et kérosène pour l'aérien, on a des problèmes, on a des investissements massifs et on cherche la solution. Et c'est une piste intelligente de baisser le niveau carbone. Et que pour le moment, les puissances à la fois des avions électriques et des avions hydrogène sont plutôt sur des gabarits qui sont plus petits à l'horizon 2030. Si un jour il y a une prolongation à un France 2050, probablement on ira vers un avion totalement décarboné. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est baisser le carbone. Sur le foncier. C'est pas mon rayon, mais on essaie de l'aborder autrement, notamment avec les territoires, en cherchant justement à implanter notamment les premières usines sur des sites qui existent déjà. Pas des sites friches, sur des sites qui existent concrètement déjà. Alors, on pousse même le raisonnement, ça existe dans certains pays du Nord, à voir si on ne peut pas remettre des usines dans des immeubles de bureaux, par exemple, c'est-à-dire essayer d'optimiser ce cycle de transformation, puisqu'on voit bien que les services, avec le télétravail, etc., il y a moins de présence physique dans un certain nombre d'immeubles de services. Bon, maintenant, vous prêchez un convaincu sur le logement. Hein. Je vous cite un exemple. La construction d'un EPR, c'est 7 à 8 000 personnes pendant, on va dire, 7 à 10 ans sur site. Voire plus. Non, il faut espérer que ce ne soit pas trop plus quand même. Hein. Moi, je suis optimiste. Moi, je suis un type optimiste. Il faut que le prototype, on se batte et ça soit très compliqué. Dès qu'on attaque la série, parce que c'est bien de ça qu'on parle, on est en train de parler de fabriquer des centrales nucléaires en série. Donc c'est quand même... Non, mais c'est une courbe d'apprentissage qui est difficile. Mais si, et j'espère, le pari est gagné, c'est une machine de guerre à pouvoir exporter aussi de la centrale, etc. Donc il faut regarder tout ça dans son ensemble. Que ça soit difficile en ce moment, je ne le nie pas. Mais qu'il y ait une sortie, j'en suis convaincu. Pour visiter énormément de sites, de parler avec beaucoup de spécialistes et construire une opinion objective, ouais, c'est aussi compliqué que la conquête spatiale. Hein, fabriquer une centrale nucléaire, c'est fabriquer une fusée. Hein. C'est aussi compliqué aujourd'hui. Parce qu'il y a des nouveautés. Parce que maintenant, il faut des cycles fermés de combustible. C'est plus comme avant, comme on dit. Donc, centrale de Penly, à une demi-heure de Penly, il y a 0 logement disponible. Et à 1 heure, il y en a 1000. Et on doit en mettre 10 000. Dunkerque, on a lancé un plan massif, parce qu'avec les gigafactories de Dunkerque, il y a besoin d'une douzaine de milliers, je crois,
de nouveaux logements en parallèle. De quoi est-ce qu'on est en train de parler? On est en train de parler d'une transformation du territoire. Donc ça rejoint votre idée d'intercommunalité. C'est-à-dire qu'effectivement, les intercommunalités doivent se saisir du dossier en disant c'est bien comme ce qu'on aurait qualifié dans d'autres temps de grands travaux. C'est-à-dire que c'est bien une réflexion globale. On ne fait pas atterrir un objet à plusieurs milliards comme une gigafactory ou une centrale nucléaire sur un territoire sans qu'il y ait des effets de bord. Donc c'est une réflexion dans laquelle on doit absolument associer les territoires. Quand Jean Castex, qui m'a nommé à l'époque, première réunion avec lui, c'était territoire, territoire et territoire. Aujourd'hui, j'en suis à 42 départements visités. Je parcours la campagne en permanence pour essayer de comprendre ce qui se passe. Je vois bien que dans les villes moyennes, on a un énorme problème de tension sur le logement. Et je reporte ça et je pense que ça va atterrir. Mais c'est un peu la poule et l'œuf. C'est est-ce qu'il faut lancer un grand projet et du coup ça déclenche un marché du logement, ou est-ce qu'il faut lancer un plan logement en se disant on le remplira bien avec des grands projets Pardon? Ah mais ça oui, mais ça c'est pas... Attendez, moi je suis pas ministre du logement, donc moi je sors de là. Ça peut changer. Oui, enfin, moi j'aime bien mon job. Dernier point. Dernier point. Bon, j'ai répondu sur la culture, j'attends le rapport comme vous, hein, je vais voir. Objectivement, sur les stations de ski à date, j'ai rien. Quand je dis j'ai rien, c'est que c'est pas un plan qui est par secteur, c'est par objectif. Dans les objectifs aujourd'hui, il n'y a pas ce schéma. Par contre, on a un plan Innov-Eau, parce qu'on sait qu'on partage tous les deux une vraie question sur les retenues collinaires. Dans le plan Innov-Eau, de toute façon, la problématique de l'eau en France va devenir très sérieuse, notamment en moyenne montagne, mais ailleurs aussi, hein, dans le sud-ouest notamment. On a lancé un plan Innov-Eau pour voir quelles sont les idées qu'on pouvait générer, qu'elles soient dans l'infiltration de l'eau de mer, la réutilisation de l'eau pour usage agricole, etc., etc. Donc on aborde, la seule chose que je peux dire sur les stations de ski, si on débouchait sur ça, ça aurait une conséquence probablement sur l'utilisation de l'eau sur les stations et qui va devenir critique. Enfin, souveraineté numérique, si j'ai appelé le pôle souveraineté numérique, c'est exactement pour ça. Faut pas qu'on se mente. Vous savez, c'est comme le Tour de France. Quand on est au milieu du peloton, c'est très difficile de faire l'échappée. Aujourd'hui, dans des domaines comme le cloud, comme la 5G, comme oui, enfin en tout cas ces deux-là, on est vraiment au milieu du peloton. Faire sortir des boîtes qui vont aller sur les échappées Amazon, Microsoft, Google, c'est hyper compliqué. Donc la stratégie, elle est plutôt de dire quels sont ceux qui sont en tête de peloton avec qui on peut arriver à faire des échappées. En cyber, on en a plein. Donc en cyber, il faut y aller à fond. Et en IA, on en a plein. Donc en IA, il faut y aller à fond. Donc le choix que nous avons fait, il est de dire, OK, on maintient ou on essaye de tenir, mais on ne les mettra pas sous perfusion. Et on veut dire les boîtes qui sont dans le peloton. Et par contre, on pousse les boîtes qui sont en tête de peloton pour qu'elles réussissent. En gros, c'est passer d'une France sous-perf à surperformante. Donc sous-perfusion à surperformance. Et en gros, l'idée, c'est de mettre sur le podium des gens qui sont déjà en avance un petit peu de phase, parce que je pense que sur certains domaines, ça va devenir un peu compliqué. J'exclus bien sûr de ça les discussions sur la défense, sur lesquelles je ne peux pas plus commenter, mais il est évident qu'on doit avoir une stratégie sur un certain nombre de données sensibles de défense, et ça va être très très compliqué de rattraper certaines technologies. Voilà ce que je pouvais vous dire. Là, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Oui, cette fois-ci, j'en ai pas raté. Merci, monsieur le secrétaire. Merci, monsieur le secrétaire général. Alors, d'abord, vous savez, vous avez été parlementaire, vous savez que le Parlement, de manière générale, et le Sénat, comme l'Assemblée, est sensible à ces sujets d'investissement d'avenir. C'est toujours, d'ailleurs, c'est un sujet qui est permanent quand on évoque les questions d'accords européens, de gouvernance européenne, comment on tient compte des investissements d'avenir, voilà, dans la question budgétaire. Tout ça nous intéresse beaucoup. Donc, merci d'avoir accepté cette audition. 2 ans après, ça permettait d'avoir un premier, pas bilan, mais un premier état, en tout cas solide, de l'avancée de ce plan. Et je voudrais peut-être finir par une dernière question. Il y a un sujet
Comment vous voyez déjà, est-ce que vous travaillez déjà sur l'avenir? C'est-à-dire, bon, le plan, il est daté, enfin, il est prévu dans des... Bien sûr, il va se poursuivre au-delà, vous l'avez dit, dans les décaissements et la réalisation, oui. C'est une évidence. Mais est-ce que déjà vous travaillez sur la préparation du plan suivant? Est-ce qu'il y a déjà des travaux qui sont un peu élaborés là-dessus? Alors, aujourd'hui, compte tenu des contraintes budgétaires, il est difficile tout de suite de revenir... auprès des parlementaires pour leur dire au fait il faudrait du RAB. Ceci dit, je pense que notre manière à nous de contribuer à un plan successeur, à date, c'est de travailler en veille technologique sur les grands axes, et je vais essayer de vous en donner 2-3 en conclusion, sur les grands axes sur lesquels la France ne peut pas rater le rendez-vous parce qu'elle a des atouts. Un des grands axes, c'est le spatial. Vous l'avez évoqué. Je pense que dans une réflexion d'avenir, il faudrait qu'on ait une réflexion sur comment on peut rester dans la course au spatial, si ce n'est au niveau des lanceurs, qui sera probablement un problème continental. Hein, le problématique des gros lanceurs sera un problème de continent. Même si aujourd'hui l'ESA est en questionnement et difficulté, quand on va commencer à parler d'envoyer des stations spatiales orbitales, on a besoin que ça soit à l'échelle d'un continent, comme le fait la Chine ou comme le font les États-Unis. Les ferments, toute la réflexion autour des ferments du futur. Je lance vendredi justement un programme de recherche important sur les ferments du futur. Je pense que c'est important de le souligner, parce que là, on est en train de passer, et c'est pratiquement l'information la plus belle, j'allais dire, en termes d'innovation, c'est que depuis la révolution industrielle, on est rentré dans une industrie et dans une vie quotidienne qui a été fondamentalement basée sur la chimie du carbone. Et je dis la chimie du carbone parce que moi j'en viens. Enfin, moi je suis ingénieur chimiste de base, spécialisé dans les polymères et le carbone. Et en fait, quand je faisais mes études, le monde tournait autour du carbone. Rappelez-vous, le plastique c'est fantastique, le pétrole c'est génial, etc., etc. Et on s'aperçoit pour plein de raisons, de changement climatique et autres, et des ressources limitées, qu'il faut qu'on bascule. Et en fait, on est en train de basculer dans un 21e siècle qui va être basé sur les sciences de la vie. Et c'est pour ça que j'insiste sur la bioproduction de médicaments, la bioproduction d'engrais, la bioproduction probablement demain de nourriture également, dans des transformations assez originales, et qui n'a rien à voir avec la gastronomie, qui parle simplement de calories, de choses qui vont permettre également que des personnes âgées ou des bébés soient en meilleure santé demain. Et ça, on n'a pas besoin pour ça d'avoir une surexploitation agricole. Le côté prends un bon steak de cheval et ça ira mieux, c'est quelque chose qu'on faisait au niveau de nos arrière-grands-parents et de nos grands-parents. Aujourd'hui, on a des substituts qui sont des alicaments, des médicaments à base de ça, et la bioproduction sera là. Donc, quand je dis que c'est la plus belle chose parce que je pense qu'on est en train de se réouvrir un champ d'opportunités de recherche qui va durer plusieurs dizaines d'années, si ce n'est plusieurs siècles. De la même manière qu'à la révolution industrielle, s'est ouvert un champ très important. Donc, nous, notre travail, il consiste à apporter, par la science que nous recueillons sur le terrain, auprès des agriculteurs, auprès des chercheurs, auprès des entreprises, c'est d'apporter des grandes directions dans lesquelles la France ne doit pas rater les virages. Après, il y aura une discussion budgétaire sur lesquelles, je pense, le temps n'est pas à ça aujourd'hui. Donc, on va laisser passer un peu les nuages noirs. On va voir si ça paye, tout ce que nous sommes en train de faire. Si effectivement, à 2028 ou à 2030, on a réengrangé les 54 milliards au niveau de l'État, et se dire à ce moment-là, vous voyez, ce n'était pas inutile, et les discussions budgétaires auront lieu à ce moment-là. Et surtout avec des calibrages financiers qu'aujourd'hui, je suis incapable de vous donner. Et puis enfin, dans une autre direction, je voulais vous le préciser, c'est l'intelligence artificielle. Parce que on a une qualité assez rare dans notre pays de formation, on ne le dit pas assez, même si on nous reproche les PISA, etc. Il faut aussi mettre en face les médailles Fields, les prix Nobel. Vous voyez, tout s'équilibre dans tout ça. On est très mauvais en masse, on est très bon en élite. Et puisqu'on a ces élites en intelligence artificielle, je pense qu'on n'est pas très mauvais. On n'est pas bon en masse et on est très bon en élite. Il faut quand même nuancer. Il y a bien pire que nous. Mais ça veut dire que dans ces domaines de l'intelligence artificielle, il y a certainement quelque chose à creuser de beaucoup plus sérieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà ce que je pourrais vous dire sur les perspectives du futur.
Ben voilà, parce que quand même, France 2030, c'est le futur. Ah ben, faut bien pas sûr. s'arrêter juste au Bien sûr. projet en cours. Notre équipe, on construit une cathédrale. Vous savez le problème de la construction des cathédrales, c'est qu'on n'en voit jamais la fin. Bien. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin, justement. Merci Monsieur beaucoup. le Président.